Bienvenue pour cette nouvelle édition du journal d'un agrologue. Aujourd'hui, nous allons du côté de la Côte d'Ivoire pour célébrer la fête des Ignames. Cette célébration marque le début de l'année nouvelle pour les peuples de l'Est de la Côte d'Ivoire. Il faut savoir que l'Igname symbolise l'entrée du peuple Ayoua en Côte d'Ivoire. Des chefs du village, notamment celui d'Assalé Kwassikro, de Krekbe, d'Aswakro, des robots. En tout cas, tous les chefs du village Ayoua. Le couteau en main signifie la commémoration du peuple Agni suite à la migration du Ghana vers la Côte d'Ivoire. Et pour rappel, cette migration a été difficile et a été présidée par le roi Nana Assouman. Et voilà, les chants symbolisent l'immense joie qu'exprime le peuple Ayoua. Le roi s'apprête pour s'installer à la place publique où se déroule la fête des Ignames. La dite fête qui est parrainée par le président du conseil régional du Moronou, son Excellence M. Pascal Afinguessan. Les guerriers s'activent pour l'intronisation du chef avec un parapluie qui tourne très loin, symbole de la protection, symbole de la considération du chef. Le roi arrive au son des fanfares. Au son des fanfares, il y a un jeune homme habillé en rouge. Le rouge symbolise la puissance que le chef a. Ah oui, il y a les alous, ce qu'on appelle les guerriers qui sont, n'est-ce pas, assis à côté du roi. Le roi est escorté. Le roi est vraiment escorté. Voilà. Voilà. Il tient en main la queue d'un animateur. Cela signifie que le chef a le pouvoir absolu. Que le chef a le pouvoir absolu. Voilà. Les guerriers qui sont habillés en rouge traduisent la puissance du peuple Agni. La flèche représente la puissance. L'épée représente l'honneur. L'épée représente l'honneur. Ah oui. Ah oui. C'est le chef qui est assis dans son siège royal. Un siège vraiment qui a de la valeur. Et le jeune qui est assis à côté du roi est doté également d'une puissance. Voilà. Nous sommes sur le chemin de la place de la cérémonie. Ah oui, le monsieur est en train de vraiment danser le Kanyakouli. C'est une fête, c'est une danse typiquement traditionnelle qui révèle nos valeurs culturelles. Chaque pas a sa signification. Les cailloux qui soulèvent ont leur signification. Il les dépose, cela a une signification. Tous les pas ont une signification. Il regarde le ciel pour implorer la grâce de Dieu. Il départage les cailloux pour dire que le malheur s'éloigne de nous. Voilà. Voilà. C'est vraiment beau, la culture ivoirienne.
surtout la culture du peuple Morofo de la région de Moronou. Ces cris, ah oui, ces cris sont formidables. Le Kalinkouli est joué, est assuré par 3 gros tam-tams et un petit tam-tam. Et il y a des tam-tams femelles et des tam-tams mâles. Et voici l'incantation qui va être faite. Et cette incantation fait appel à nos ancêtres pour qu'ils viennent présider les moments les plus chaleureux plutôt. Oui. Et dit comme ça qu'il va donner du sang de poulet pour que nos ancêtres disparus il y a début des années puissent savoir que ici nous continuons de promouvoir la culture du peuple Morofo. Et termine par ses propos en disant que il demande pardon au génie, à nos ancêtres d'accepter les holocaustes qui seront faits. Voilà, merci le bon Dieu qu'il donne aux ancêtres. Cela signifie que nos ancêtres, ayant l'habitude de boire le vin de palme en ce jour de commémoration de la fête des Inyam, ils leur donnent cette boisson en guise de reconnaissance et de souvenir. Et ensuite, ils donnent du foufou. Il verse du foufou sur les chèvres royales. Ce foufou est composé de 2 couleurs. Il y a la couleur rouge et la couleur blanche. Et il ne s'agit pas de foufou attaqué tel. C'est l'igname qui est célébré, qui est pilé dans son... Et cela permet à nos ancêtres, malgré leur situation brutale, de goûter les nouvelles ignames.
ainsi préparés. Le président ivoirien, donc, tu étais complètement... Nous venons d'écouter un enregistrement réalisé en Côte d'Ivoire en 2019 lors de la fête des ignames en pays Agni. Cet enregistrement a été réalisé par l'association Amagni Sound Foundation, une association clermontoise. Nous retrouvons maintenant les 3 correspondants principaux de cette association en Côte d'Ivoire, Joël, Noélie et Monsieur Issaka Bamba. Donc merci à vous de nous rejoindre pour cette interview sur l'émission Le Journal d'un agrologue. Alors, Joël, dis-nous un peu, que signifie la fête des ignames pour le peuple akan? Merci, M. Gérald. Pour le peuple akan, la fête des ignames en pays akan, l'igname est par définition une variété de tubercules traditionnels célébrés un jour de vendredi par le peuple akan. Ce jour correspond en fait, suivant le calendrier ancestral, au 12e jour du croissant lunaire, c'est-à-dire le vendredi. Ainsi, il marque le nouvel an, un moment de communion entre les vivants et les morts. Alors, cela représente pour le peuple akan une journée d'invocation des mânes. À la veille, un tambour annonce la cérémonie par le don de bûches de bois à la hiérarchie coutumière, c'est-à-dire le 11e jour du croissant lunaire, le jeudi soir. L'étape de la purification se fait le vendredi. Un cortège populaire prend la direction d'une rivière sacrée pour la libation, la purification du roi et des attributs royaux. Ce rituel se fait dans le pur secret traditionnel, loin des regards des non-initiés. Le retour au village s'effectue par la parade du roi et ses sujets dans les palanquins. La structure royale à Caen est très politisée. Le roi est la plus haute autorité politique, en fait. Au son du tambour parleur et des chants traditionnels, lui et ses différents chefs exécutent des mouvements de danse d'initiés accompagnés d'ovations populaires. Le tam-tam parleur est un élément clé dans le dispositif politique à Caen. C'est le garant du langage traditionnel. Soulignons tout de même que le tambourineur est un sachant accompli et aguerri des traditions. C'est lui qui annonce, décrit et commente l'événement en inscrivant chaque étape dans son contexte ancestral, évolutif et annuel. Donc, voici en quelque sorte la signification de la fête des ignames pour le peuple akan. Merci infiniment, Joël. Et dis-moi, quelle est l'origine de la culture de l'igname chez les Akans? C'est-à-dire, est-ce que les Akans ont toujours cultivé l'igname ou est-ce qu'il y a eu une origine historique qui a marqué le départ de cette culture? Bien évidemment. Disons qu'à travers la tradition et les légendes que nous ont rapportées nos ancêtres, ils savaient que le peuple akan, venant du Ghana actuel, précisément à Koumansi, il vivait. Après les guerres entre les différents royaumes, une partie de ce peuple a trouvé mieux de quitter l'origine, c'est-à-dire en fait le Ghana, les ancêtres du Ghana, les Tui, pour venir vers l'ouest, c'est-à-dire vers la Côte d'Ivoire. Et ce peuple était dirigé par un roi, un chef. Donc, en cours de chemin, en fait, parcourant plusieurs kilomètres dans la brousse, ils ont constaté que, en fait, la majorité des gens, surtout les femmes et les enfants, avaient faim et n'avaient rien à manger, puisque c'était dans la brousse que, en fait, ce peuple évoluait. Et du coup, ils ont constaté, en fait, des tubercules d'igname par-ci et par-là, provenant de la recherche des animaux. C'est-à-dire, en fait, les animaux tels que les éléphants en mangeaient déjà ces ignames. Voilà. Donc, lorsque ces animaux mangent, ceux-ci défèquent. Or, quand tu prends l'éléphant, par exemple, l'effet défèque même l'igname en entier. Voilà. Donc, les sujets ont constaté qu'il y avait des tubercules par-ci et par-là. Ils se sont allés récupérer ces tubercules
et pour savoir est-ce que ces tubercules étaient mangeables. Donc, il y a eu des discussions entre eux, en fait. Donc, d'aucuns voulaient manger, d'autres ont refusé de manger sous prétexte que s'ils en consommaient, ils allaient périr. Et c'est à travers cette discussion que le roi, qui est leur chef, les a réunis pour leur dire, OK, étant donné qu'il y a des discussions et ne sachant pas qui doit manger premièrement cette tubercule, laissez-moi en goûter. Et au cas où je meurs, vous n'allez pas en prendre et vous pourrez évoluer sur d'autres sites. Et c'est de cette manière que le roi a goûté en fait la première tubercule. Et au bout de quelques jours, le constat a été positif. Le roi a pu survivre. Donc, c'est pas à travers cet événement, ce fait, que les gens ont décidé maintenant de se nourrir de la tubercule d'igname. Donc, voici de manière brève l'historique de l'origine de l'igname et pourquoi le peuple Akan fête cette igname, parce que c'est cette tubercule. Parce que cette tubercule leur a permis de survivre à leur traversée du Ghana vers en fait, le nouveau territoire qu'est la Côte d'Ivoire. D'accord, donc en fait, pour synthétiser, il y a eu une migration des peuples du Ghana, de certains peuples du Ghana vers la Côte d'Ivoire. Et lors de cette migration, il y avait des problèmes de famine, les gens n'avaient pas assez à manger. Ils ont découvert l'igname en observant les animaux et l'éléphant plus particulièrement, mais ils ne savaient pas si cet igname était comestible ou non. Et face à cela, le roi a décidé de lui-même goûter cet igname pour montrer s'il est comestible ou non. Et en fait, il était comestible. Et donc, depuis ce moment-là, les Akans fêtent l'igname, en fait, toutes les années. L'igname, c'est ça. D'accord, d'accord. Et la question que je me posais, c'est pourquoi est-ce qu'il y a eu cette migration? Quels ont été les événements ou l'événement qui a fait que ces peuples ont migré du Ghana vers la Côte d'Ivoire? OK. Effectivement, la question est bien posée. Vous savez que, en fait, quand nous prenons l'historique du royaume Akan, principalement à Koumassi, tous les Akans étaient regroupés à Koumassi, en fait, actuel Ghana. Et ils savaient que ceux qui sont quittés, ceux qui sont départis de Koumassi vers la Côte d'Ivoire sont les Agnis, les différents Agnis qui sont déjà installés, tels que l'Agni de Dabengro, Agni d'Agnokro, Agni de Bongwanou, Agni de Kunfao, ainsi de suite. Donc, c'est à travers des guerres, entre le peuple originaire de Koumassi et les Agnis qui sont quittés, qui ont fait partir en fait ces différents peuples vers la Côte d'Ivoire. C'est à travers les guerres et puis les disputes que ceux-ci ont dû laisser leurs ancêtres pour venir vers la Côte d'Ivoire. D'accord, d'accord. Merci beaucoup, c'est vraiment, vraiment très intéressant. Et si je me souviens bien, cette fête de l'igname marque aussi, en quelque sorte, le début de l'année. Effectivement. Dans la première question, j'ai déjà souligné, c'est le nouvel an. Nous prenons le nouvel an de la tradition Akan. Et le nouvel an suggère que, en fait, tout le matériel, tout ce qui est négatif soit remis à l'ordre. D'accord. Donc, c'est en même temps une sorte de rituel de purification pour assainir les choses et annoncer la nouvelle année. C'est ça. Exactement. Merci infiniment, Joël, pour ton intervention. Alors, nous avons aussi Noélie qui est présente avec nous. Alors, je voulais te poser la question suivante. Comment cultive-t-on l'igname? Pour cultiver l'igname, il faut d'abord faire des buttes de terre. Des buttes de terre où l'on insère des tubercules d'igname, c'est-à-dire des morceaux. Des morceaux d'igname quand on insère à 10 cm de profondeur. Et ensuite, on arrose ces buttes de terre. On les arrose de temps en temps, ça peut être 3 fois dans la semaine. Aussi, près de ces buttes-là, on peut planter des branches d'arbres pour permettre à l'igname de mieux se développer quand elle va commencer à sortir
de ces buttes de terre. Au bout déjà de 2 semaines, les tubercules commencent à se former déjà et sortir de la terre. Et environ 14 semaines après, disons, l'igname peut être formé. L'igname est déjà formé et un peu déterré et consommé déjà. D'accord. Et je voulais aussi te poser une autre question. C'est quelles sont les différentes utilisations de l'igname? Les différentes utilisations pour l'igname, on peut faire une purée d'igname. On peut aussi faire le foutou. On fait cuire l'igname et puis on le pile dans un mortier. Ah oui, vous faites bouillir l'igname et ensuite on pile dans le Oui, mortier. dans le mortier. Voilà, ça nous donne une pâte. Puis bon, on mange avec une sauce. Il y a l'igname aussi frit. On mange avec du poisson, du poulet, tout ça. Bon, merci beaucoup Noélie pour ton intervention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Bamba, de nous rejoindre aussi. Donc, nous savons que la Côte d'Ivoire est le premier pays producteur de cacao. Et je voulais vous poser la question suivante. Quelle est l'origine et l'histoire de l'exploitation du cacao en Côte d'Ivoire? Bien, merci infiniment. Alors, je suis en train de dire que tout le monde sait que les premiers plants de cacao ont été introduits en Côte d'Ivoire en 1880 par les colons français. Et c'est en 1908 que le gouverneur Angoulevent a entamé une propagande en faveur de l'expansion dans l'Indéné Djouablé. Alors, vous devez comprendre tout à l'heure que le Indéné Djouablé a été l'un des bouts de cacao les plus élevés et qui a duré dans le temps. Et lorsque le feu Félix Houphouët-Boigny avait initié la Coupe nationale du progrès pour encourager les producteurs de cacao, alors l'Indéné Djouablé a eu 2 lauréats en 1975 par feu Sassan Kwao, qui est tout le monde connu, grand producteur de cacao. Et ensuite, dans les années 1990, 2000, par là, je crois, si je ne me trompe pas, il y a eu Sassan Kwao et il y a eu aussi Yaofis Pascal, qui a été lauréat du Coupe national du progrès. Alors, ces deux, n'est-ce pas, lauréats sont venus de l'Indéné Djouablé, qui est précisément de Niablé. Et c'est des gros producteurs, n'est-ce pas, de cacao. Et ce n'est pas les seuls, la plupart de tous, n'est-ce pas, des producteurs, n'est-ce pas, de la région de l'Indéné Djouablé, n'est-ce pas, ont permis à la Côte d'Ivoire d'avoir toutes ces productions-là et d'être premier en cacao dans le monde. D'accord, donc l'Indéné Djouablé, pour les auditeurs, c'est une région de l'Est de la Côte d'Ivoire. De l'Est de la Côte d'Ivoire. D'accord. Et maintenant, je voulais vous poser la question suivante, c'est quelles sont les principales problématiques que rencontrent les cultivateurs de cacao en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Ah, là, c'est très important parce que nous, en tant qu'enfants de planteurs, si ces problèmes-là surgissent, il va être un peu difficile pour les producteurs et ça, c'est quand même à déplorer. Alors, le premier problème qui est très important, je ne sais pas si vous avez entendu parler, le cholène chute. Le cholène chute, c'est une maladie qui attaque le cacao. C'est une maladie qui attaque le cacao et qui, jusqu'à présent, les gens n'ont pas encore trouvé de solution, n'est-ce pas, pour ça. Et là, c'est vraiment difficile pour les producteurs. Il y a aussi le fait qu'il n'y a pas de main-d'œuvre, parce que sur le plan humain, il n'y a pas de main-d'œuvre, parce que tous les jeunes, n'est-ce pas, préfèrent aller en ville. L'exode rural, là, les jeunes préfèrent aller en ville et personne, malgré toutes les politiques de retour à la terre qui avaient été annoncées et tout ça, les jeunes ne veulent pas rester, n'est-ce pas, dans les campagnes. Et donc, les champs sont délaissés, n'est-ce pas, par les jeunes au profit de la ville. C'est un gros problème. Et il faut, s'il n'y a pas de main-d'œuvre, c'est évidemment qu'il n'y a pas de production. Bon, il y a aussi le fait qu'avant, il y avait des gens qui venaient un peu partout. Qui venaient un peu partout pour venir à la Basse-Côte. Si vous entendez, on dit d'où la Basse-Côte pour, n'est-ce pas, ça donnait à des occupations de production de cacao. Mais aujourd'hui, ils n'en viennent plus. Et donc, vraiment, c'est tout ça qui, aujourd'hui, crée des problèmes aux producteurs. Voilà, il y a un autre point aussi le plus important, c'est la culture des VA. Beaucoup de producteurs, n'est-ce pas, profitent, n'est-ce pas, et ça a donné à la production des VA
et donnent le dos souvent aux produits de cacao. Donc, voici vraiment les problèmes que je pense qui minent le secteur de production de café cacao. Alors, Monsieur Bamba, je voulais vous poser une question. Lorsque nous étions avec l'association Amani Sound Foundation en Côte d'Ivoire, nous avons rencontré Monsieur Afian Franco Coiblan, directeur général de la coopérative Café Cacao du centre-est de la Côte d'Ivoire, et ce dernier nous a signifié que les producteurs se plaignaient du prix auquel on achetait le cacao et que ce prix n'était pas assez élevé, en fait. Est-ce que vous pouvez nous donner des éléments par rapport à ce sujet? Bon, lui, il était quand même bien placé en tant que responsable de coopérative de faire peut-être des propositions ou bien de voir concrètement qu'est-ce qu'il faut. Mais de tous les cas, il faut reconnaître des choses. Les producteurs estiment que ce qu'ils perçoivent par rapport à ce qu'ils mettent comme énergie, c'est un peu suffisant, c'est tout. Maintenant, c'est à eux maintenant de s'organiser, ils sont en coopérative, c'est à eux maintenant de voir avec la tutelle comment est-ce que ça peut s'améliorer. Oui, parce que on a souvent les échos, en tout cas, que les entreprises qui, justement, achètent le cacao l'achètent vraiment à bas prix comparé aux produits finis après la transformation que ces entreprises font et le prix que vaut ce cacao transformé sur les marchés occidentaux. Est-ce que c'est des échos que vous entendez toujours aujourd'hui? Oui, c'est des échos que nous entendons tous. C'est des échos que nous attendons tous. Mais moi, je pense que dans un premier temps, que chacun s'organise. Parce que c'est un challenge. Ceux qui font les produits finis et qui font en sorte que le prix soit élevé, ils ont un marketing autour. Ils font en sorte que les produits soient, n'est-ce pas, comme soit un produit supérieur. C'est à eux, les producteurs aussi, de se réunir, de s'organiser et de faire en sorte qu'ils aient des bons prix. Ils ont cette possibilité-là de le faire. Il ne suffit pas de s'asseoir dans leur bureau ou dans leur champ pour dire on n'a rien. Qu'est-ce qu'ils font? Quelle est la politique qui a été mise en place? Parce que pendant tout le temps, c'est ce que nous attendons. On n'a rien, on a des soucis, les prix sont mal payés, mais on ne voit pas qu'il y ait des actions d'organisation, de management, parce que dans tout ça, la place est du management. Comment faire du management autour de leurs produits pour séduire, n'est-ce pas, les autres pour qu'ils puissent avoir des choses à la hauteur de ce qu'ils attendent. Voilà, il ne suffit pas de s'asseoir pour dire que non, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'ils font à part la production? Ils se mettent en coopérative, c'est vrai, mais qu'est-ce que la coopérative fait? Alors, qu'est-ce que la coopérative fait? Quel management, quelle politique la coopérative met en place pour que les producteurs soient satisfaits? Je pense qu'il n'y en a pas. Hein? Donc, ça va maintenant s'organiser. De voir ce qu'il y a lieu de faire. Moi, je pense qu'il ne suffit pas de lancer la balle. Chacun à son niveau essaie de protéger son produit. Ceux qui font le produit fini, mais ils mettent marketing autour. Ils séduisent les clients et puis ils fixent le prix de leurs produits. Que les producteurs, eux aussi, puissent s'organiser, mettre un marketing autour pour séduire les autres pour pouvoir avoir un bon prix. Moi, je pense. C'est une réponse très claire. Merci infiniment, Monsieur Bamba. Merci à toi aussi. Nous terminons l'émission sur ces mots de Monsieur Siaka Bamba, attaché culturel chargé de la promotion des arts et de la culture au Centre régional des œuvres universitaires d'Abidjan 1.